Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 26 décembre 2023. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum et on se fera aussi un petit point sur Polkadot. Vous m'avez demandé Polkadot en commentaire. Je remets en jeu Ordi contre AXS. Ordi qui fait un nouveau sommet et qui a une configuration qui est plutôt intéressante. Après, c'est à vous de choisir entre les deux, donc en commentaire soit Ordi ou AXS, et le commentaire qui revient le plus gagnera tout simplement, et je ferai l'analyse demain. Juste avant que le brief commence, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un petit commentaire, ça récompense le travail qui est fourni. Alors du coup, hier le Bitcoin, on avait vu ensemble la chasse au stop qui avait été déclenchée dans la zone de rechargement du dernier mouvement haussier ici. On était venu combler une petite imbalance d'une bougie vectorielle, donc ces imbalances-là sont plus puissantes que les imbalances classiques, parce que ce sont des bougies impulsives qui ont beaucoup plus de volume que les bougies précédentes, donc ces imbalances, à mon avis, sont un peu plus coriaces, entre guillemets, peuvent mieux tenir le prix, en tout cas faire office d'une raison de localisation un peu plus puissante. Donc là, on voit que ça a parfaitement tenu le prix. Je pense qu'on pouvait l'avoir en H4 également. Juste ici, là c'est pas sur une bougie vectorielle en H4 mais en H1 oui. Donc on est venu chasser les stops, on comble l'imbalance. Le meilleur endroit pour faire un creux ascendant dans une dynamique haussière, c'est la zone de rechargement ici, hein. Donc hop, zone de rechargement de ce dernier mouvement, et on a réussi à réintégrer le support précédent, donc plutôt positif. Donc on en avait parlé, si on arrive à réintégrer le support précédent après la chasse au stop et à casser l'imbalance, c'était plutôt pas mal. Et du coup c'est ce qu'on a réussi à faire ici. Sur le breakout de réintégration, on a créé une nouvelle imbalance, donc techniquement c'est cette zone qu'il faut tenir maintenant pour conserver le momentum de la journée, à mon humble avis, et qu'on puisse avoir une continuation haussière. Si le prix perd cette imbalance, on se recalquera sur la dynamique baissière ici, parce que on fait toujours des sommets et des creux descendants, ok. Donc on pourrait toujours former un sommet descendant ici et tenter d'aller faire un creux descendant, ok. Si on arrive bien ici à maintenir cette imbalance, je pense qu'on va aller chasser tous les stops au moins au-dessus des 44 000 $, puisque là on commence à avoir un petit peu trop de sommets qui se sont accumulés ici. Il y a pas mal de stops qu'il faut chasser au-dessus des 44 100 $. Au niveau des stops acheteurs, ils ont déjà été pris ici. Après, si on veut en trouver quelques-uns, oui, il y en a. Hein. Il y a la zone de stop juste ici qui vient de se créer ce matin, 43 350. Zone de stop ici, 43 000, etc. Mais bon, il y a toujours des stops, bien évidemment. Là, juste, on sait que la zone qui a déjà été chassée, c'est les acheteurs. Et là, il y a tous les vendeurs qui sont ici. Deux hypothèses, parce qu'encore une fois, on a... on a un événement hyper important très bientôt, la décision sur l'approbation ou le rejet, je pense, définitif des ETF, ou en tout cas une énième repousse jusqu'en mars. Pourquoi je pense que c'est soit maintenant ou jamais, j'avais déjà expliqué au mois de novembre, mais grosso modo, 21 Shares, eux, leur dernière deadline, c'est le 10 janvier. 21 Shares s'est plié aux demandes de la SEC, c'est-à-dire que la SEC a demandé un échange spécifique pour gérer l'ETF, et 21 Shares a dit oui. Ok, donc eux ils s'y sont pliés, donc ils ont trouvé un accord avec la SEC voulait quelque chose et 21 Shares a dit ok, on va faire comme vous voulez. BlackRock au début voulait pas, BlackRock après est revenu sur sa demande, a dit on va faire comme vous voulez et comme nous on veut, on peut faire les deux, donc là ils sont pour parler avec la SEC. Il y a Grayscale qui lui dit non, nous on veut faire comme on voulait faire et pour l'instant ils veulent pas du tout changer d'avis, mais bon, donc 21 Shares c'est les premiers qui avaient demandé leur ETF, ok. Et eux, ils se sont pliés à la demande de la SEC parce que leur dernière deadline, c'est le 10 janvier. Ils n'ont pas que ça à foutre d'essayer de négocier encore. Voilà, ils ont compris que ça servait à rien. Va falloir le faire. Du coup, si 21 Shares s'est rejeté, alors qu'ils se sont pliés à la demande de la SEC, je doute que celui de Grayscale y passe alors que Grayscale ne s'est pas plié à la demande de la SEC et que BlackRock a dit écoutez, vas-y, on accepte votre truc, mais on fait aussi à notre sauce, en gros. Voilà, donc c'est pour ça que pour moi, ça n'aurait aucun sens de voir 21 Shares être rejeté définitivement pour accepter BlackRock dans 2 mois. Parce que je vois souvent, on me dit oui, tonton, tu penses pas qu'il y aurait un Black Swan, l'ETF qui s'est pas accepté en janvier, mais plutôt en mars. C'est pas impossible, mais pour moi, c'est pas cohérent dans le sens où les gars, on parle quand même de demande d'ETF, on parle d'énormément d'argent, on va pas s'amuser à rejeter un ETF définitivement de quelqu'un juste parce que on veut faire un Black Swan et on veut que l'ETF ce soit dans 2 mois. Non, après c'est possible, mais je pense pas personnellement. Surtout que les seuls qui ont accepté de se plier de A à Z, c'est eux. Du coup,
c'est simple, pour moi, si le 10 janvier, il n'y a pas d'ETF, il n'y aura jamais d'ETF. En gros, enfin, il n'y aura jamais, il n'y aura pas d'ETF, BlackRock se fera aussi rejeter, les autres aussi, puis c'est bon, on n'en parle plus, à part si BlackRock, du coup, attaque la SEC en justice, que ça va, que BlackRock gagne, et que du coup, il y aura une réévaluation, un peu comme ce qu'on a fait avec Grayscale, et que du coup, je sais pas, ça passe en 2025, par exemple, mais en tout cas, pour moi, là, si ça passe pas dans 2 semaines, ça passera pas. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a un événement majeur. Et du coup, d'un point de vue technique, avant un événement majeur, c'est toujours bien de savoir le marché va aller chasser quelqu'un avant. Et idéalement, il faudrait aller chasser les acheteurs. Il faudrait d'abord faire le dump maintenant. C'est-à-dire que là, en fait, ok, chasse des stops, mais on n'arrive pas à casser les sommets précédents, donc on installe une dynamique baissière et le marché continue de retracer. Pour aller où? Pour simplement aller chercher la borne basse du range et d'abord chasser les acheteurs avant l'ETF. Donc là, en fait, on aurait un dump avant l'arrivée des ETF, par exemple, je sais pas moi, fin décembre, peut-être le 29, 30, 31, ou même début janvier, parce que dans tous les cas, l'approbation des ETF, ça sera entre le 3 probablement et le 10, d'après les rumeurs. Personnellement, comme je vous disais au mois de novembre, je pensais que ça allait être entre le 2 et le 10. Là, les rumeurs s'intensifient sur plutôt du 3 au 10. Donc on sait que l'approbation de l'ETF, grosso modo, ça va être entre ces deux lignes ici orange. Donc idéalement, il faudrait dump, ok. Comme ça, on récupère tous les stops des acheteurs, on nettoie un petit peu les fundings sur les contrats dérivés, parce que là, il y a un defunding assez élevé, les gens sont plutôt long avant l'arrivée de l'ETF. Donc en fait, tous les gars qui sont en train de long foutent leur stop où? Ici. Donc ce qui serait bien, c'est d'abord d'aller les chercher. Et si on fait ça, là, ça écarte les probabilités d'avoir, comment dire, enfin, c'est pas ça écarte, mais en gros, pour moi, je pense que voilà, on aura un bon pump quand les ETF arriveront, et je pense que ça pourrait vraiment donner un bon rallye, peut-être dans les 50 000, 53 000 $. Donc si avant on a le petit dip dans les 38, 40, ça serait nickel pour aller chercher justement plus haut. Pourquoi je dis ça? Parce qu'idéalement, c'est toujours mieux de d'abord chasser les acheteurs avant de faire un mouvement haussier. Ok. La chose à laquelle il faudrait faire gaffe, c'est qu'en gros, le marché ici continue de rester dans son range, il continue d'accumuler des stops et des stops et des stops et des liquidations, qu'on chasse pas les acheteurs. C'est-à-dire que le marché, en fait, il continue de consolider. Et là, en fait, je vais étendre, montrer, et puis on a des tonnes de stops encore qui vont s'accumuler. Parce que là, il y a déjà des tonnes de stops et de liquidations du côté des vendeurs qui attendent ici. Mais pourquoi je dis d'abord ce serait mieux d'aller chasser les acheteurs? Parce qu'en fait, ça écarterait les probabilités que on soit en train de créer ces zones de stop. Je vous en rappelez, j'en ai parlé il y a quelques semaines, où le market maker, encore une fois, j'entends beaucoup de conneries. Oui, le market maker, il accumule pour le bull market. Le market maker, il en a rien à foutre d'accumuler du Bitcoin. Le market maker, son seul rôle, c'est d'apporter de la liquidité au marché et de s'assurer qu'il y a assez de liquidité et que les ordres s'exécutent bien et qu'il y a un slippage qui est faible. Un slippage, c'est quoi? C'est que quand vous achetez du BTC, que le prix il est à 43 240 par exemple, et que vous vous retrouviez pas à acheter à faire un buy market et que vous propulsiez le prix à 43 500 par exemple, non, le market maker il veut vraiment s'assurer que même pour de gros portefeuilles, s'il y a des gros buy market, des gros sell market, que ça ne défonce pas le marché, qu'il n'y ait pas un slippage et que les gens qui traitent sur la plateforme soient contents, ok. Et le but d'un market maker aussi, c'est d'exécuter le plus de volume possible parce que c'est ce qui fait gagner de l'argent à l'exchange et c'est comme ça que les marchés se nourrissent, ok. Donc on revient là-dessus, et on avait vu que généralement, ça peut arriver que le market maker s'arrange pour dessiner un graphique comme ça, pour que tous les gens qui trade foutent leur stop ici, parce qu'ici, en fait, il y a quelqu'un qui veut vendre énormément, qui veut mettre des ordres, qui a peut-être un ordre stop limite ici. Par exemple, le mec a mis un ordre, si le marché atteint 46 000 $, vend, tout simplement. Il y a des ordres énormes comme ça, peut-être, qui attendent, ok, donc ils sont pas visibles dans l'order book. Pourquoi? Parce que ce sont des ordres qui sont en attente et qui attendent que le Bitcoin atteigne un certain prix pour être déclenché. Donc c'est des ordres que vous verrez pas dans l'order book, mais lui, le market maker, il est au courant de ça. Et le market maker, il doit se dire, ok, là, si on va ici, c'est la merde, il n'y aura pas assez de liquidité pour exécuter ces mecs-là. Comment je fais pour permettre d'avoir assez de liquidité ici? Et donc tout simplement, tu crées justement des zones comme ça de stop qui ne sont pas touchées. Donc là, on sait qu'il y a des tonnes de stop et de liquidation, ok. Tout comme ici, on sait qu'il y a des tonnes de stop et de liquidation. Et donc, idéalement, ce serait d'abord mieux d'aller taper les acheteurs, parce que ça voudrait dire qu'avant l'approbation de l'ETF, il y a des gros qui ont envie justement de se positionner à l'achat, pour peut-être faire le fameux se positionner quelques jours avant, et comme ça, hop, ils ont bien rechargé ici pour une poussée haussière, après les ETF, qui iraient dans les 48 000, 50 000 $. Par contre, si le marché continue comme ça, de nous créer, comment dirais-je, plein de stops et de liquidation comme ça au nord, mais sans les toucher, et qu'on continue d'être comme ça, tac, 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 sans toucher les acheteurs non plus, que le marché continue de ranger comme ça,
tout simplement, il va se passer quoi? Il va se passer que là, on va continuer d'accumuler des tonnes de stops et de liquidations. Et donc là, quand l'ETF arrive, si ensuite le prix vient ici, il y a de grandes chances que ce soit artificiel, que en gros, on se soit arrangé pour créer des tonnes de stops et de liquidations ici, pour que de très gros portefeuilles, de la smart money, des wells et des institutions, peu importe, puissent justement filer de gros ordres qu'elles voulaient filer ici grâce aux stops et aux liquidations des gens qui sont positionnés short ici avant la news. Et que tous ceux qui viennent acheter pendant la news, donc là en gros, oh là là, tout le monde voit l'ETF, oh là là, ça pump, faut acheter machin, faut acheter avec du levier et tout. Au final, non. Ça permet justement d'avoir ce qu'on appelle de l'exit liquidity. Donc en gros, c'est vraiment de gros ordres qui vont s'exécuter et les stops des vendeurs et les liquidations des vendeurs et les acheteurs de breakout et les acheteurs de la news de l'ETF, etc. Et les acheteurs qui vont FOMO et les mecs qui vont mettre du gros levier parce qu'ils vont se dire c'est bon, c'est parti, c'est le bull market. Et là, bam, eux, ça leur permet de vendre et ensuite le prix il fait ça. Et en gros, on a une réintégration d'un range qui a été breaké sur une news et très généralement, c'est un top qui se dessine et ensuite le marché ressemble à ça. Donc c'est pour ça, le scénario le plus bullish, ce serait d'abord d'aller chasser les acheteurs, ce serait un excellent signal du marché. Ce serait plutôt pas mal, ok? Ce serait plutôt pas mal. Donc j'ai pas plus de choses à dire. Après, ce qui est possible aussi, c'est que d'abord on s'arrange pour sortir les acheteurs, pour les empêcher de prendre profit là-haut. Pour que vraiment cette zone, elle soit destinée à la smart money, qu'il y ait le moins de gens possible dans le train, qui puissent vendre pour que ce soit la smart money qui puisse vendre un maximum. Parce que oui, encore une fois, pensez comme dans un océan, il y a des baleines qui vont poser des filets pour capturer un maximum de poissons, tout simplement. Mais si, là, en gros, imaginez que les filets sont déjà posés. Mais si tous les poissons, ils veulent aussi vendre ici, si tous les poissons, ils veulent manger les poissons que vous allez capturer, ça va pas le faire. Donc si les poissons, vous les emmenez là-bas qui se noient, et que les poissons qui voulaient manger vos poissons à vous, ils se noient, et que ça va devenir d'autres poissons que vous allez pouvoir manger, c'est ce qu'il faut faire, tout simplement. Ok. Donc voilà, le marché, c'est toujours un jeu comme ça de liquidité où il faut que les gros puissent se servir de la contrepartie des petits pour pouvoir construire leur position, surtout avant des événements majeurs comme ça, des ETF. Encore une fois, c'est la plus grosse news peut-être qu'on a eu dans l'histoire du Bitcoin. Donc ça va être un événement de liquidité qui va être énorme et il faut que les gros puissent s'y préparer. Encore une fois, je dis pas que ça va forcément dumper après l'ETF ou que ça sera négatif, mais encore une fois, c'est un événement de liquidité après un marché qui a déjà bien pumpé. Il y a probablement des gros qui ont envie de réduire le risque sur ce marché parce que c'est bon, ce sera on a acheté la rumeur, on vend la nouvelle, généralement c'est comme ça que ça peut se passer. Et voilà, le scénario le plus bearish, ce serait de ne pas aller chercher les acheteurs, de continuer d'accumuler les vendeurs, l'ETF arrive et là on y va. Et après, encore une fois, si le prix y faiblit, là vous avez le signal que les gros en ont profité ici pour exit pump, tout simplement, pour se barrer. Très très probablement. Et après, rien n'empêche d'avoir un prix qui peut continuer de monter encore comme ça, histoire de faire croire que c'est haussier, et jusqu'à ce que il y ait un gros retournement, par exemple comme ça, et donc ça c'est l'information que c'était une distribution dans des zones hyper intéressantes et que le marché se retournera. Ça encore une fois, on le verra sur le prix, ce qui se dessinera. Pour l'instant, le fait de consolider sous une résistance comme ça, c'est plutôt bullish. Dans tous les cas, je vois clairement pas le Bitcoin se retourner avant d'avoir chassé cette zone, donc on sait que ça arrivera. Idéalement, ce serait pas sur la news des ETF, ça serait peut-être avant les ETF, pourquoi pas, ou après. Mais après, j'y crois zéro. Donc, ça sera soit avant ou pendant. Ok. Donc, dans l'idéal, voilà, d'abord chasser les acheteurs pour aller chasser les vendeurs. Au niveau de l'action du prix, pour ce matin, surveillez bien l'imbalance de breakout qui a été créé ici. Vous voyez, on est en train de la travailler. Pour l'instant, ça tient. Si ça cède, on requittera le support ici et on confirmera un nouveau sommet descendant et peut-être le signal que on va aller faire une chasse déjà de ce creux, et du coup l'objectif prochain c'est les stop loss accumulés sous les 42 100$ et pourquoi pas sous les 41 800$. Donc ça pourrait peut-être, on pourrait peut-être rentrer dans le scénario où on choisit d'abord de pas chasser au nord, mais de d'abord chasser au sud, ce qui serait plus bullish je pense pour ces arrivées d'ETF. Mais ce qui serait aussi une excellente entrée, de trouver un achat ici en cas de réintégration. Il y aura un trade vraiment très 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 facile avant les ETF là. Si on arrive à faire ça, il y a moyen de gagner un joli gain ici avec un risk reward très intéressant en amont des ETF si jamais la déviation elle arrive. Encore une fois, je ne sais pas si elle arrivera, mais il faudra surveiller ce que fait le prix, toujours surveiller ce que fait le prix pour essayer de déceler justement ce qui peut arriver en termes de probabilité par la suite, et justement si vos conditions sont remplies, créer un plan avec un bon risk reward pour derrière pouvoir gagner de l'argent, ou si vous faites stopper une première fois, réussir le deuxième trade et que ça vous repaye votre stop plus des bénéfices tout simplement. Pas plus de choses à dire ici pour BTC.
Alors, ETH qui va être ici. ETH, bon, on voit que ça faiblit, que le prix faiblit. Encore une fois, une consolidation ne veut pas nécessairement dire que le prix va dumper. Une consolidation dans un mouvement aussi, et d'ailleurs a plus de probabilité d'avoir une cassure haussière. Ok. Maintenant, la question, c'est pareil sur ETH. De toute façon, ETH va suivre Bitcoin. La question, c'est est-ce que sur Bitcoin, on va d'abord chasser les stops? Donc là, en gros, j'ai le prix en daily ici. Est-ce qu'on va d'abord récupérer les plus bas du range avant? Ça, je vais supprimer. Avant d'aller justement, tac, partir dans l'autre sens réellement. Donc si on fait ça, il y a de grandes chances que Ethereum le fasse également. Ok, hop, ici. Et encore une fois, je le répète, pour Ethereum, le plus important, c'est de ne surtout pas réintégrer cette zone. Également, Ethereum, un peu bizarre, parce que, pour moi, deux scénarios sur Ethereum. Soit on attend de débuter le rallye haussier sur Ethereum avec l'approbation des ETF Bitcoin, parce que là, on est dans le flou. On est encore dans le flou sur Ethereum, parce que bon, Bitcoin, il a bien pumpé, etc., parce que il a des ETF qui arrivent bientôt, et les rumeurs disent que c'est 90% sûr que ça arrive, en tout cas en termes de probabilité, il y a de grandes chances que ce soit accepté. Mais Ethereum, lui, oui, ok, il y a des ETF potentiels qui arrivent. Pour ceux qui se souviennent, BlackRock ici a fait une demande d'ETF le 9 novembre, je crois, sur cette grosse bougie verte ici. Donc super bullish. Mais depuis, le prix est consolide. Donc, quand les ETF Bitcoin seront acceptés, enfin si c'est le cas, bah derrière, c'est l'ETF de qui sera accepté? Probablement Ethereum. À moins que Ethereum, les insiders savent que ce ne sera pas accepté. Pourquoi? Parce que ça peut être jugé comme un securities de la part de la SEC et qu'ils disent bah non, c'est mort, il n'y aura pas d'ETF. Il y aura un ETF Bitcoin, mais il n'y aura pas d'ETF Ethereum par exemple. Ok. Du coup, c'est ce qui expliquerait cette faiblesse d'Ethereum et que du coup, des insiders sont déjà au courant et que l'objectif, c'était juste de venir nettoyer tous les sommets ici. Bam, on va réintégrer, il n'y aura pas d'ETF et Ether nous fera un retracement. Bon, ça, encore une fois, à voir, honnêtement, on est bien trop loin. Pour moi, encore une fois, le prix dit tout. Quand il y a autant de gens qui sont au courant des choses dans ce marché qui se passent en avance, encore une fois, vous doutez bien que c'est un marché qui est même pas régulé, où il y a des délais d'initiés énormes, où c'est facile de manipuler le prix. Vous vous doutez bien que s'il y a des gars qui sont au courant que l'ETF il va passer, le prix va pas rester là. Je pense vraiment qu'après le Bitcoin, si on est quasiment certain que l'ETF il passera sur Ether, je doute que Ether il va rester à 2004, je le vois aller beaucoup plus haut pour l'approbation future des ETF d'Ethereum. Mais par contre, si les insiders savent que l'ETF Bitcoin va passer, mais que l'ETF Ethereum passera pas, parce que Bitcoin, encore une fois, pour ceux qui sont pas au courant, si vous découvrez le marché maintenant, et j'ai rien contre vous, bien évidemment, c'est pas une remarque, j'ai l'impression de l'avoir dit en faisant une remarque, mais pour ceux qui n'ont pas été là à l'époque en 2017, faut savoir qu'il y avait un ETF Bitcoin Spot qui a été refusé par les deux frères, je sais plus comment ils s'appellent, mais leur ETF a été refusé. Bon, leur demande, elle était bancale, hein. J'ai été voir a posteriori, là, il y a pas longtemps, et j'ai demandé à quelqu'un qui s'y connaissait un petit peu d'analyser celle de BlackRock, et elle, il m'a dit il y a rien à voir. Honnêtement, il y a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Celle de BlackRock est 1000 fois, enfin la demande d'ETF de BlackRock est 1000 fois plus solide. Du coup, enfin après, il n'y a pas besoin d'être un génie pour savoir ça, mais quand la personne en question, voilà, c'est un petit peu, enfin pas vraiment son domaine, mais s'y connaît un peu, c'est toujours plus safe de demander à quelqu'un qui s'y connaît un petit peu. Et grosso modo, bah oui, il y a eu un ETF Bitcoin qui a été refusé en 2017. Donc on pourrait très bien avoir un ETF d'Ether refusé en 2024 et je sais pas, moi en 2027, l'ETF d'Ethereum il passera. J'en sais rien. Après, encore une fois, là, l'ETF d'Ethereum il est assez solide aussi. Enfin, déjà d'une part, c'est le BlackRock. Celui de 2017, c'était les frères, je ne sais plus comment ils s'appellent, donc c'était beaucoup moins solide et c'était que sur BTC. Mais ça se trouve, voilà, l'ETF d'Ethereum passera pas. Maintenant, ça, c'est le prix qui nous le dira. Ok. Ce qui serait plus bullish, ce serait de breaker et de surtout pas réintégrer. Ça, c'est bullish. Ou de chasser au sud, de réintégrer et d'aller breaker. Voilà, ni plus ni moins. Avant les ETF de Bitcoin et d'Ethereum, d'abord chasser au sud, comme ça il y a un petit nettoyage et après, là on est bon pour aller pricer les ETF d'Ethereum très très probablement avec un Ethereum qui accélérera. Qui va accélérer. Ça, c'est un peu mon point de vue. Si les ETF d'Ethereum, enfin en tout cas, si il y a vraiment cette grosse probabilité d'avoir des ETF Ethereum qui passent, parce que encore une fois, Bitcoin n'est pas jugé comme une security de la part de la SEC, Ethereum, oui. Donc ça, c'est différent. Donc ça peut vraiment poser problème pour une acceptation d'ETF de la part justement de la SEC. Donc ça, c'est un petit peu différent. Faudra faire attention. Maintenant, sur le prix court terme, ici, hier, on en avait parlé. Il y a vraiment beaucoup trop de stops ici à gauche. Au niveau du comportement du prix d'Ethereum, toujours pour l'instant dans une dynamique qui est baissière. Les sommets continuent d'être descendants. Ça continue d'accumuler des stops et des stops, hein, au-dessus du plus haut, bien évidemment, que je vais dessiner juste ici.
Donc avant tout retournement de marché, je pense qu'il faudra aller chercher ces stop-loss ici avant de retourner le marché. Maintenant, la question pareil, c'est est-ce qu'on va d'abord aller chasser les acheteurs? Si oui, bon, faudra aller faire un petit tour sous les 2110 $ et par la suite, on aura la possibilité, je pense, d'aller chercher les stops, tout simplement de pourquoi pas pouvoir vraiment pumper et aller pricer un ETF pour Ethereum en ayant d'abord nettoyé le range au sud pour aller le casser au nord. Donc ça sera à surveiller sur Ethereum. Je vois pas plus de choses. Le dernier creux est ici. Techniquement, là, après ce nettoyage, on a une zone de rechargement entre 2229 et 2196. Honnêtement, voilà, c'est une zone qui pourrait tenter de former un nouveau creux ascendant. Je surveille, mais honnêtement, sans plus. Il y a beaucoup trop de creux qui sont accumulés au sud. Je pense que le marché va finir par nettoyer une des deux bornes avant de prendre la vraie direction. Si c'est d'abord la borne baissière, c'est plutôt cool. Parce que là, on peut trouver un bon long si ça réintègre pour aller targeter la borne opposée en amont des ETF et voire même avoir une entrée très confortable ici avec un bon risk-reward pour aller jouer justement le narratif ETF d'Ethereum. En revanche, si ça chasse d'abord, enfin si on chasse rien du tout au sud et que ça continue d'accumuler des sommets comme ça, que les ETF Bitcoin arrivent et que après Bitcoin capture la liquidité aussi et qu'on a une réintégration, ce serait pas la chose la plus bullish et il y aura à ce moment-là probablement le fameux nettoyage quand même au sud. Mais voilà, c'est moins bullish de d'abord aller au nord que d'aller d'abord. C'est mieux d'aller d'abord au sud, de sortir les acheteurs et d'ensuite aller au nord. C'est toujours mieux. Bon, ça on verra bien aussi sur Ethereum. Et du coup, pour finir, alors aujourd'hui, DOT, comme je l'aurais dit en commentaire, vous pouvez choisir entre AXS pour le prochain brief, donc demain, et Ordi. J'ai bien envie de faire Ordi, mais après, encore une fois, c'est vous qui décidez. Alors, du coup, Polkadot, beau rallye, beau rebond, donc ça a bien suivi les flux du marché crypto. Un retour d'intérêt sur le DOT, qui fait une performance depuis son bottom de 160%, ce qui est plutôt pas mal, c'est plus que Bitcoin. Donc là, on a un DOT Bitcoin qui a rebondi ici, plutôt pas mal. W bottom sur le DOT BTC, donc ce qui justement lui redonne de la force contre Bitcoin et ce qui lui permet de performer pendant que Bitcoin est faiblement volatile, pendant que Bitcoin consolide. Donc là, le mouvement est clairement aussi. Est-ce qu'on peut dire que le mouvement est fini ici? Non, clairement pas. DOT qui est assez bullish. On regarde un petit peu comment se comporte le momentum. Moi, je regarde perso les cassures des sommets, ce qui réintègre. Cassure de sommet ici, pas de réintégration. Cassure de sommet ici, pas de réintégration. Cassure de sommet ici, pas de réintégration. Pullback, donc pour moi, on est sur un momentum qui est très fort. Très généralement, ça, c'est la première étape d'un rallye haussier. On n'est pas du tout encore dans la deuxième étape, qui est la baisse du momentum. Donc, c'est pas le prix qui baisse, c'est la force du mouvement qui diminue. Donc, par exemple, sur un RSI, vous mettez le RSI, vous verrez des divergences baissières. Vous mettez un MACD, vous verrez des divergences baissières. Dans la théorie, là, on n'est pas censé. On en avait peut-être ici, mais c'est pas dramatique. Mais là, en tout cas, normalement, on n'est pas censé voir de divergence sur le RSI ici. Voilà, il n'y a pas de divergence. Alors oui, ici, il y a un RSI qui fait deux sommets égaux, mais il n'y a pas de divergence confirmée, même ici. Même si là vous allez dire non mais tonton il y a une divergence parce que là le RSI il fait un plus bas alors que le prix fait un plus haut. Non, la divergence n'est pas encore confirmée. Ça, il y a des cours là-dessus dans l'école pour pas que vous fassiez avoir et que vous puissiez apprendre à confirmer vos divergences. Mais la divergence elle sera confirmée exclusivement quand le RSI reviendra sous ce niveau. Là à ce moment-là on dirait que la divergence est confirmée. Pour l'instant elle n'est que potentielle. Bah oui. Parce que là, si le prix continue de monter, ton RSI il va faire ça et t'as pas de divergence. Et là, si tu shorts parce que tu te dis j'ai une divergence baissière, de 1, elle n'est pas confirmée, et de 2, rien n'empêche au prix de continuer de monter, d'avoir le RSI qui monte. Et là, tu te retrouves à voir. Enfin, tu te fais avoir, ok? Tu te fais piéger. Donc là, c'est pas le cas. Et de toute façon, sur le prix, il n'y a pas besoin du RSI pour voir ça ici. Vraiment, c'est une technique que je vous donne. C'est juste de regarder est-ce que votre marché réintègre vos sommets ou non. Non, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc c'est un momentum qui est très fort. La deuxième phase, dans un racine. En fait, toujours ça se passe comme ça. La baisse de volatilité, le pump, le momentum qui est fort. Donc là, votre marché ne réintègre pas les sommets. Et ensuite, à ce moment-là, votre marché perd de son momentum. Et là, il commence à réintégrer les sommets. Il continue de faire des plus hauts, mais il réintègre les sommets. Il continue de faire des plus hauts, mais il réintègre les sommets. Et le signal généralement baissier, donc là on réintègre les sommets, c'est quand on va aller casser un précédent creux. Donc là, vous voyez, tous les creux sont maintenus. Là, bam, on le casse. Et là, généralement, un mouvement assez baissier. Là, très généralement, on va créer des imbalances, etc. Et le prix, il remonte et ensuite, il inverse la dynamique et là, le rallye est fini. Ok, c'est très généralement comme ça que ça se passe. Donc là, pour moi, on est toujours dans la première phase. On n'a pas encore connu cette phase-là où il y a la faiblesse au niveau du momentum. Il y a de grandes chances de retourner le prix. Donc ça, c'est pas encore le cas pour moi ici sur Polkadot. Maintenant, si le prix se met à faire tac, 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 comme ça, oui, là, on va commencer à parler d'une faiblesse au niveau du momentum et on va pouvoir peut-être ici commencer à former un top, c'est-à-dire
Cassure du dernier creux, le marché qui chasse encore les sommets ici, mais qui accumule des tonnes de stops, en plus de tous les stops qui sont accumulés ici. Et là, quand il y a le retournement, bam, on va tout nettoyer. Et là, très généralement, c'est bon. C'est la reprise du mouvement baissier. Donc là, pour l'instant, c'est clairement pas le cas. Et donc, tant que c'est pas le cas, le momentum peut rester très fort et on peut encore pumper. Quels sont les objectifs pour moi qui sont évidents sur ce rallye haussier? Je regarde à ma gauche et je vois que le marché s'attaque à tous les sommets. Depuis qu'on a cassé le dernier sommet ici, on a drastiquement augmenté les probabilités d'aller chercher les autres sommets. Ils sont où? Bah, ils sont ici, 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 et on voit que le marché s'attaque à un par un à ces sommets. Donc pour moi, l'objectif sur DOT, c'est minimum 10,80$. Tant que le prix reste fort, je pense qu'on va aller chercher 10,80$ sans souci. Ça peut vous donner des opportunités de longue sur, par exemple, de l'horaire. Si vous trouvez des opportunités. Là, vous voyez, en horaire, ici, on a une petite faiblesse au niveau du momentum. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de risque correctif. Ok. Donc la stratégie, elle est toute bête. C'est juste d'acheter les creux en zone de rechargement. Creux, zone de rechargement, ok. Creux, zone de rechargement ici, il manquait pas grand chose. Et là, techniquement, notre dernier creux, il est là. Si le prix il arrive à tenir la RLZ, ça pourra aller faire un nouveau sommet. Par contre, là, ça commence vraiment à faiblir. Donc, risque correctif en H1 si le DOT il commence à prendre ce creux ici. Si DOT il arrive, il commence à prendre ce creux, là il y aura une... Je dis pas qu'il y a un top, ok? Ce sera juste un mouvement correctif en H1 et donc à ce moment-là, il y a de grandes chances de venir chercher tous les stops qui se sont accumulés sur cette perte de momentum et ça voudra dire qu'il y aura peut-être un retracement dans les 8$ ici. Si on fait ça, bien évidemment, tant qu'on ne perd pas ce creux, l'action de prix ça restera ça et ça continuera de monter. En revanche, si on perd ce creux ici, là ça augmente les probabilités d'aller faire un mouvement correctif ici, ok. Et à ce moment-là, une fois que le mouvement correctif il est fait ici, donc là simplement je fais quoi? Hop, dernière impulsion haussière, je prends mon petit fib, tous les stops ils sont là, zone de rechargement, ça serait une zone idéale pour trouver un bon long ici. Hop, juste là. Donc là, il faudrait trouver une petite structure, par exemple, soit un W bottom, soit par exemple le marché qui vient, qui arrive à casser un sommet précédent. Donc là, vous avez un signal avec un stop loss ici, ou simplement trouver l'entrée dans la zone de rechargement qui formera le W bottom. Mais il faut voir un signal de force ici. Et une fois qu'il y a ça, de grandes chances de repartir sur quelque chose dossier pour aller chercher, je pense, la zone des 10,80. Ça serait l'objectif. Donc ça serait une zone de longue plutôt intéressante. Encore une fois, il faut venir casser le creux ici des 8,90$. Tant que ça casse pas, c'est bullish, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et je reviens du coup en weekly. Et donc je pense qu'on viendra chercher la zone des 10,80 et pourquoi pas qu'on pourrait même pousser avec l'approbation des ETF jusqu'aux zones d'imbalance, jusqu'aux 11,80, 13$. Voilà, ça m'étonnerait pas trop. Est-ce qu'on n'a pas des zones en mensuel? On a une énorme imbalance ici, donc ça me semble être trop l'objectif où le prix va essayer justement de se délivrer pour soit consolider et continuer de monter, soit malheureusement se retourner et on aura une attaque baissière à nouveau. Vigilance sur DOT quand même. Enfin, encore une fois, pour moi, il faut trouver du long en swing, ok, enfin en day trading, voire swing, avec pour objectif d'essayer de revendre ces longs ici, pour les swing traders et les day traders. Maintenant, pour les investisseurs, encore une fois, vous prenez, et ce que je vous invite à faire, vous le faites toujours, vous prenez votre FIB du plus bas du cycle précédent jusqu'au plus haut. Si vous êtes en mode objectif long terme, tant que le prix ne dépasse pas les 61,8, enfin, tant que le prix ne redépasse pas la zone de rechargement long terme, vous n'avez rien à vendre. Vous avez peut-être un peu de gestion du risque à faire, voilà, on va dire que vous conservez pour moi au moins 80% de votre bag, ok. Vous pouvez jouer avec 20% du bag, voilà, si vous avez acheté sur les plus bas, histoire de prendre des profits dans les zones que je vous ai indiquées, parce que ça peut être des zones de retournement. Mais si vous êtes dans une optique DOT, il peut survivre, c'est une blockchain qui va survivre, qui va intéresser et qui peut partir dans un cycle aussi assez important. Pour moi, ça sert à rien de prendre de gros profits tant qu'on est sous les zones de rechargement. C'est des zones qui sont d'accumulation. C'est encore des zones où la smart money, elle peut acheter massivement ici et qu'elle va commencer justement à distribuer plus haut. Ok, je pense que ça correspondra aussi au premier arrêt, soit dit en passant, légèrement plus haut. Donc, vous voyez, dès qu'on sort de la zone de rechargement, il y a une petite zone de profit ici autour des 23$. Je parle vraiment pour les investisseurs long terme. Après, zone de profit pour moi, ça sera ici. Hop, au-dessus du sommet ici des 32$ dans la zone de rechargement de short. Ça sera une zone de profit. Pareil, il faut distribuer un peu de votre bag et parce que c'est la zone dans laquelle on a de grandes chances de se retourner si on ne fait pas d'ATH. C'est-à-dire que si DOT ne fait pas d'ATH, il se retournera ici. Ok. Donc ça vaut le coup de me rendre des bénéfices. Encore une fois, tant que le prix il est haussier, on prend des bénéfices, mais l'objectif c'est de toujours prendre plus haut, donc le prix ne se retourne pas. Ok. Et en cas d'ATH, pour moi l'objectif toujours extension 161,8, 200%. À ce moment-là, ça va nous donner un objectif d'ATH entre 87$ et 107$, ce qui peut ne pas être irréaliste. Je vais regarder un petit truc, c'est l'inflation du token, est-ce qu'il y en a beaucoup ou non? Ça, encore une fois, c'est un truc hyper important que peu de gens regardent, mais vous devez le regarder, parce que c'est pas du tout le Dotcoin.
On va écrire Polkadot. Voilà, Polkadot Polkadot supply. Ici. Alors, on est sur un supply. Pourquoi ça fait ça? J'ai vu qu'il y avait Polkadot old. Est-ce qu'ils ont changé le ou Polkadot new? Je sais pas, je vais regarder. Bon, je regarde lui, après je verrai sur CoinMarketCap directement. Inflation en 2022, on a une inflation de, on va dire, entre 34 et 27%, ça va, mais est-ce que c'est bien lui? Du coup, pour regarder, je regarde ici, on est 1,26 en termes de circulation, de circulating supply, et là on est sur du 1,26, donc c'est bien lui. Ici, ok, donc on a une inflation qui est plutôt maîtrisée, ça va. Après, depuis les tops qu'on avait eu en 2021 à peu près, 36% d'inflation, franchement, ça va en bull market, ça se voit pas. Ok, ça se voit pas, donc niveau inflation, pas de problème. Maintenant, je reviens techniquement ici. Faites très attention quand le prix il vient comme ça, il part sur des V-bottom. Très souvent, cette zone sera retestée. Donc, faut s'attendre. Je dis pas que ça va arriver absolument, mais il y a quand même des probabilités assez intéressantes sur le fait que DOT il reviendra tester ici ce V-bottom tôt ou tard. Donc je pense que là, si on arrive à toper au-dessus de cette zone et qu'on forme un top, je pense qu'on va créer un énorme range ici et qu'on arrivera à retracer cette zone et à former peut-être un bottom plus important par la suite. En tout cas, c'est assez rare de partir comme ça sur des V-bottom. Tout de suite en two zone, il y a souvent des constructions de structures comme ça qui font partir le prix. Ce qui a été très boule ici, c'est de chasser les stops et de réintégrer la zone. Ça, c'est super avec un petit breakout du dernier sommet descendant. Super. Également, vigilance sur Polkadot puisque tous les stops ici n'ont pas été chassés. C'est un peu bizarre qu'on soit pas venu chasser tous les stops avant de faire le rallye haussier. Ça aurait été un peu mieux de vraiment chasser tous les acheteurs avant de faire ce rallye. Donc il y a un monde pareil dans lequel où DOT il vient chasser ici et après s'il redevient baissier, peut-être faire un nouveau plus bas qui sera la capitulation. Là les gens vont pas comprendre pourquoi ça fait un plus bas. Juste parce qu'en fait, ça se trouve, il y a des très 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 gros acheteurs ici qui veulent acheter. On a artificiellement maintenu la zone ici pour leur offrir leur achat avec tous les gens qui sont en train d'acheter sur ce rallye, tous les gens qui vont acheter le DIP pour apporter des tonnes et des tonnes de DOT ici à très bon prix pour que ces gros-là puissent rentrer et là, à ce moment-là, avoir. Donc en gros ici, le rallye qui vient sortir tous les vendeurs pour qu'on puisse apporter la liquidité aux acheteurs et à ce moment-là, là, il y aura très peu de pullback et le vrai rallye qui commence avec une belle structure ici. Ça, encore une fois, ça reste à voir. C'est un scénario à garder dans un coin de sa tête puisqu'on est sur un V-bottom et qu'on a vraiment créé une zone de stop qui n'a vraiment pas été touchée. Ce qui est un petit peu bizarre. Je sais pas si sur les perps ça a été touché ou pas. Je vais regarder. Je sais pas si on est venu chasser les stops sur les perps ou non. Non, non plus. Ok, on n'est pas du tout venu chasser les stops. Donc vraiment vigilance. Donc perso, je pense vraiment qu'on va aller au-dessus des 10,80 là très bientôt, dans quelques jours. Et qu'on peut même venir entre 11,99 et 13 dollars assez rapidement. Ensuite, on voit si ça top. Si ça top, c'est-à-dire que le prix s'inverse, hein, grosso modo, il fait ça. Je pense qu'on viendra au minimum en zone de rechargement. Ok. Donc à ce moment-là, ça serait entre 5,50$ et 5 dollars, pardon, 40 et 6,80$ à peu près. Et si jamais on veut vraiment bien retester le V-bottom ou que ça a été objectif d'abord chasser les vendeurs pour aller s'attaquer à cette zone et proposer un maximum de liquidité ici à capturer pour qu'on puisse poser un gros bottom, bon à ce moment-là il y aura un énorme bottom ici. Encore une fois on s'en fout. Ce qu'il faut voir c'est ce que fait le prix. Si vous êtes investisseur long terme, vous vous en foutez parce que le prix il est excellent. Si vous pensez que DOT ça a du potentiel, encore une fois 9 dollars sur du long terme c'est un très bon prix. Comme je le dis, et sur les altcoins à un prix exceptionnel, c'est même sous les 88,6 de retracement. Je crois qu'on y est encore. On y est. On est à 88,6. C'est un très très bon prix sur du long terme. Si vous êtes juste investisseur long terme, vous prenez pas la tête, vous voulez viser dans 2 ans, dans 3 ans, ou le prochain cycle haussier, le prix il est encore très bon. Ok. Là, je m'adresse juste à ceux qui veulent optimiser un maximum et surtout le risque que on aille chasser les plus bas ici à 3,55 est réel. Ça veut pas dire qu'il n'y a aucune chance d'aller chasser les plus bas ici. Il se peut. Il se pourrait qu'on aille faire un dernier mouvement baissier une fois que ce mouvement haussier est fini, juste pour emmerder et récupérer, parce que tu as des gars qui veulent juste acheter très fort sur DOT ici, et ramener le prix ici, ça leur permettrait de filer des ordres hyper importants sur une grosse capitulation. C'est tout. Mais encore une fois, je dis pas que ça va arriver. Ok. Pour moi, ce scénario, il est tout à fait possible.
Et que cette zone de stop ne soit jamais touchée et qu'elle soit extrêmement défendue puisque tu as un mec qui achète massivement ici, tout simplement. Ok. Encore une fois, c'est pas forcément parce qu'on veut absolument y aller pour chasser des stops, etc. Des fois, tu as des zones qui sont parfaitement maintenues parce que tu as des gars qui ont des gros moyens, qui achètent fort sur ces niveaux de prix et qui a plus assez d'offres pour pousser le prix sous la demande de cette personne qui achète. Ni plus ni moins. Ok. Pour récapituler, vous êtes investisseur long terme, vous rentrez ici, c'est un très bon prix à long terme. Maintenant, faut pas flipper si le prix entre-temps il fait ça. Encore une fois, on est encore dans des phases de volatilité qui sont faibles ici, donc c'est-à-dire que le prix, il peut encore pendant plusieurs semaines faire un peu la zigzag, comme ça, ok. Donc si tu achètes à 9 et que ça redescend à 6, c'est pas le moment de paniquer si tu es en mode long terme, ok. Si tu es en mode long terme, grosso modo, là tu mets un gros carré ici, hop, tu masques toute l'action du prix, tu regardes pas ce qui se passe, jusqu'à ce que le prix prenne une direction haussière ou ton investissement il meurt. C'est pour ça que tu dois être ok avec le fait de mettre un risque et de te dire ok, si ça va à zéro, ça va. Pourquoi vous n'arrivez pas à accepter quand vous investissez sur du long terme un asset qui perd par exemple 30%? Parce que vous avez mis 50% de votre folio dessus. Et donc si vous avez mis 50% de votre folio et que le truc il perd 30%, bah oui, psychologiquement c'est dur de voir son folio baisser. Ok. Par contre, si tu as mis 5% de ton folio ici sur Polkadot et que le truc il perd 30%, tu vas même pas le voir sur ton folio. C'est ça le truc. Et c'est parce que vous avez une gestion du risque trop agressive. Donc encore une fois, et je vous dis pas de mettre 5% nécessairement, 1%, 2%, 0,5%, etc. Peu importe. L'objectif, c'est juste de quand vous allez cliquer sur le bouton acheter, si ça va à zéro, de se dire ok, cette somme, je l'ai perdue, ça n'a pas énormément impacté mon portefeuille. Ok. Par contre, si tu te retrouves à avoir foutu 70% de tout ce que tu as dans le dot et qui perd 50%, là tu vas avoir du mal justement à subir la variation du prix. Parce qu'encore une fois, le prix, c'est pas que du tout droit comme ça. Hein. Le prix peut très bien faire ça, et puis faire ça, et puis faire ça, et puis faire ça. Et là, il y a des grosses variations. Et là, tu as peut-être envie de vendre, tu as envie de te barrer, tu as envie de prendre tes bénéfices, mais ça se trouve, le prix peut aller bien plus haut. Alors que quand tu as un risque qui est très correct, et que tu te dis, ok, moi j'ai mis 2% de mon capital sur DOT, il a perdu 60%, je m'en fous, les zones elles sont encore bonnes à long terme, tu t'en fiches. Vous croyez que quand BlackRock investissent, ils mettent 60% de leur folio sur quelque chose? Bah non, ils mettent 0,03%. Donc oui, certes, ils ont des gros portefeuilles, des gros fonds de clients à gérer, mais c'est pour ça justement qu'ils s'en foutent de ce qui va se passer. Pour eux, ça, c'est censé coûter plus cher. Le graphique, il est très bien. La variation ici, on s'en fout. On a mis 0,3% de ce qu'on a. Je dis pas qu'ils vont mettre 0,3% sur d'autres, mais c'est pour vous donner un exemple. Et puis la variation à court terme, on s'en fout. Ça se trouve, dans 10 ans, le prix il sera là-haut et dans 10 ans, on fera une grosse plus-value. Et c'est leur objectif, tout simplement. Ok. Donc vous devez réfléchir comme ça également. Par contre, comme je dis, si tu mets 100%, bah oui, tu vas pas subir l'attaque baissière. Donc pour ceux qui essayent d'optimiser, etc., à ce moment-là, peut-être attendre un retest du V-bottom, donc prendre un premier shot ici, donc prendre un petit investissement, se dire ok, je le conserve, mais l'objectif sera de renforcer s'il y a un dip plutôt vers ces zones de prix pour avoir un prix assez intéressant. Et puis après, si une grosse structure se développe, je peux remettre une troisième ici, couche. Et là, je suis vraiment dans le sens du train. Et là, je suis bien paré pour un bull market sur DOT. C'est un petit exemple, ok? Vous pouvez faire vos investissements en plusieurs fois. Ça pose pas de problème non plus. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous pouvez rejoindre le VIP gratuitement, donc vous pouvez avoir accès à nos trades en direct qui vous sont envoyés dans le Discord avec les entrées, les sorties, les TP, également des vidéos exclusives de pédagogie et des setups que je surveille également et des investissements qui peuvent être intéressants. Aussi, vous avez des lives en direct qui sont faits et qui vous sont rediffusés par la suite, donc c'est disponible en rediffusion, où vous apprenez des modèles de trading, où vous pouvez poser vos questions, vous y trouvez des réponses, donc ça c'est mon collègue qui s'en occupe, et également vous avez accès au Discord, vous pouvez échanger avec nous, il y a plein de nouveaux contenus qui arrivera par la suite, tout ça c'est gratuit, il n'y a rien à payer, c'est le premier lien en commentaire épinglé de la vidéo, donc Crypto le Trône, ce sera mon commentaire, vous cliquez sur le lien, obtenez d'informations et accès au VIP gratuitement, une fois que ça c'est fait, vous allez atterrir juste ici, vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous vous inscrivez sur Bitget via notre lien partenaire, cliquez sur ce lien sinon ça ne fonctionnera pas, il y en a plein, vous m'envoyez des mails, tonton j'ai pas reçu la formation, je regarde l'identifiant, il n'est pas affilié au trône parce que vous êtes inscrit sans passer via notre lien, donc c'est pour ça que ça marche pas. Il faut absolument passer via le lien, vous vous inscrivez, donc juste un mail, un mot de passe, ça prend 2 minutes, ensuite vous vous connectez sur Bitget sur la page d'accueil, vous prenez l'ID utilisateur ici, vous le copiez, vous revenez sur le formulaire de l'autre site, vous mettez votre identifiant ici, pareil ça vous prend 1 minute, vous mettez le mail sur lequel vous voulez recevoir la formation, pas forcément votre mail de votre compte Bitget, juste un mail sur lequel vous voulez recevoir la formation, vous mettez votre mail, vous faites recevoir gratuitement, 10 à 15 minutes après vous avez la formation dans votre boîte mail, donc ça c'est la formation gratuite, c'est une formation de 6 heures de cours, je sais pas si je suis connecté ici, je vais voir, ouais, hop. Donc c'est une petite formation de 6 heures qui vous donne également un plan de A à Z pour construire votre investissement et votre stratégie pendant le bull market.
Donc là, il y a plein de setups qui ont été déclenchés depuis la stratégie, qu'on avait vu justement les exemples en vidéo, donc ça peut fonctionner encore, donc c'est pour ça que la formation est encore disponible. Et je pense que je rajouterai des cours aussi à terme gratuitement également dans la formation, en fonction de ce qui se passera dans le cycle. Vous pouvez encore la choper gratuitement, la formation, et puis si vous tradez, au bout de 3 jours sur Bitgate, vous obtiendrez votre accès au VIP, tout simplement, et donc là, vous aurez accès au contenu exclusif, aux trades qu'on fait, etc. Et vous pourrez justement vous inspirer des modèles qu'on vous présente, tout ça c'est gratuit, il n'y a rien à payer, ok? Pour ceux qui veulent rejoindre l'école, cette fois-ci c'est un abonnement qui est payant, ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Vous avez aussi les offres 3 mois, 6 mois et 12 mois qui ont des réductions, on a actuellement 36% de réduction sur l'offre annuelle, on est à 380 € au lieu de 588 €. N'hésitez pas à en profiter, le lien il est en commentaire épinglé également, c'est le 4e lien quand vous cliquez dans le commentaire épinglé, rejoindre l'école, école.letronfzco.com. Vous cliquez sur ce lien, vous allez atterrir ici. Et en fait, l'école, c'est simple. Dès que vous rejoignez, c'est une formation de 19 h, donc cours vidéo, cours écrit. Donc là, la formation, elle est juste ici. Hop. Donc là, on a les cours, on a les vidéos, etc. Il y a tous les modules ici. Vous apprenez tout sur l'analyse technique, l'order flow, le fondamental, structure, momentum, setup, psychologie et sentiments, analyse fondamentale, la création de vos plans, etc. Ça, on apprend ça dans les setups. Donc on apprend tout ça ici. Ok. Également, vous avez accès aux briefs privés que je fais avec les élèves quotidiennement et ça tous les jours. Ok. Donc du lundi au vendredi, il y a des briefs privés avec les élèves où je réponds à leurs questions, j'analyse leurs cryptos. Et plein d'autres choses, on voit des setups ensemble, ça pareil c'est dispo en rediffusion si vous n'êtes pas présent pendant le direct et vous pouvez poser vos questions aussi en amont du brief pour que j'y réponde dans le prochain brief tout simplement. C'est sans engagement, je le répète, tout est dispo en rediffusion si vous n'êtes pas présent pendant les directs, le lien pour s'inscrire il est en commentaire épinglé, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas. Et donc moi je m'arrête ici pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve donc demain, ciao ciao.